Bernsitapp, je vais y arriver, je ne sais pas si vous connaissez l'endroit, moi visiblement je ne le connaissais pas. Il s'agit en fait d'un tout petit hameau qui fait partie de Houffalize en province de Luxembourg. On va par là ce soir tout simplement pour vous raconter une histoire, celle d'un pétard mouillé. Ou d'un tunnel mouillé, c'est comme on veut finalement. Une histoire qui a commencé en 1825 et qui devait théoriquement changer le cours de l'histoire économique du Grand-Duché. On va dire théoriquement, restons modestes. C'est une belle histoire et elle est racontée par Marc Oczynski. Nous sommes à Liège, à quelques pas du pont de Franier, à l'endroit où commence un canal bien étonnant qui remonte à 1825-1827 et qui avait pour ambition de relier la Meuse au Rhin en traversant le Grand-Duché de Luxembourg et donc la crête des Ardennes. 1825, le roi Guillaume Ier rêve d'exploiter les trésors souterrains de Luxembourg, dont il est grand-duc. Pour ce faire, il imagine un canal qui relierait la Meuse à la Moselle. Très vite, la Société du Luxembourg entame les travaux, mais en pointillé. Quelques tronçons sont construits. Pour les autres, on attend le financement. Il faut dire que le projet est titanesque, un tunnel sous la Manche avant la lettre. Vous imaginez le dénivelé entre le sommet de l'Ardenne et ici. On parle de 400 mètres de dénivelé du côté belge et d'au moins 300 mètres du côté luxembourgeois et allemand. Donc 205 écluses, 300 km de chemin d'halage, toute une série de travaux en cours de route. 185 ans plus tard, les traces de ce projet sont encore bien présentes, de ci de là, dans le paysage, même si la nature, lentement, reprend ses droits. Plus grand-chose ne rappelle qu'ici, dans ce bout de la province de Luxembourg, un chantier énorme a creusé la terre pendant quelques 5 ans. Clé de voûte du canal, le tunnel à bateau de Bernsitapp, qui devait réunir province et grand-duché et ouvrir la voie vers le Rhin. Ça fait tout petit quand on le voit comme ça, mais bon, il faut déjà imaginer 5 mètres en profondeur qui ont été enlisés aujourd'hui, 3,5 mètres en largeur et puis surtout 1,5 km d'eau. C'est-à-dire le tunnel devait faire quelle taille? Il aurait fait 2,5 km, donc on avait dépassé la moitié. Aujourd'hui, il est encore intact pendant 400 mètres, puis il y a eu un effondrement au niveau d'un des premiers puits d'aération du tunnel, mais il se poursuit derrière. Ça se passait comment sur le chantier? Pas très bien. Les équipes étaient constituées de personnes qui venaient d'un peu partout. Il y avait des spécialistes des mines qu'on était allés chercher dans le Borinage. Il y avait des agriculteurs, des saisonniers des environs qui ont été détournés de leurs travaux dans les bois et dans les champs. Et donc il y avait beaucoup de tensions avec les riverains qui ont été expropriés sur le tracé du canal. Et il y a eu plusieurs rixes dans les villages des environs. Le chantier continue cas un cas jusqu'en 1830. C'est la Révolution belge qui va lui être fatale. Peu après, l'arrivée du chemin de fer mettra un terme aux espoirs de voir renaître un projet privilégiant le bateau. Et le canal sombrera dans l'oubli. Adolescent, Géry l'a découvert au hasard d'un camp scout. Il a voulu en retrouver son histoire. Quelques décennies plus tard, il en est toujours tellement mordu qu'il lui a même consacré un roman. Et en 20 ans, il y a 1 mètre de déblai qui s'est accumulé devant le tunnel. Donc j'imagine que dans une dizaine d'années, il n'y aura plus grand-chose à voir. Ce jour-là, les centaines d'ouvriers qui ont œuvré pour le rêve un peu fou de Guillaume ne survivront plus que dans le cœur de Géry. Et aujourd'hui, ce tunnel n'est pas totalement inutilisé puisque la région wallonne l'a transformé en abri pour chauves-souris. Voilà, et si vous désirez en savoir plus sur le roman de Géry, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez consulter notre site internet www.quotidien.be.